Bonjour, nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue aujourd'hui pour cette deuxième journée consacrée au colloque Vulnérabilité et droits fondamentaux. Nous allons essayer, contrairement à hier, de tenir davantage l'horaire, évidemment, c'est toujours un vœu que nous formulons. Du point de vue pratique, je vous rappelle que vous avez juste ici les questionnaires de satisfaction que nous vous invitons à remplir à la pause. Il y a également Karine Légoutte qui est juste là, qui se tient à votre disposition pour les attestations de présence à l'occasion de ce colloque. Nous vous rappelons également, comme nous l'avons fait hier, que l'amphithéâtre est relativement bruyant, donc nous vous invitons à vraiment respecter le silence pendant les interventions, sinon ça devient très vite assez désagréable. Et sans plus attendre, eh bien, je passe la parole à Catherine Fruteau, qui est maître de conférence en droit privé au sein de cette université, qui préside la première table ronde Vulnérabilité et droit pénal. Merci François, merci Cathy pour votre invitation. Effectivement, nous reprenons aujourd'hui les travaux pour cette deuxième journée consacrée à la vulnérabilité aux droits fondamentaux, avec en ce début de matinée consacré à la question de la vulnérabilité dans un contexte de justice pénale. Donc historiquement, la matière pénale a accordé davantage de considération à la vulnérabilité de la victime qu'à celle de l'auteur de l'infraction. La notion de personne vulnérable est connue du droit pénal et Madame Cathy Pomard nous expliquera comment le concept de vulnérabilité tend ou devrait tendre à s'affirmer dans la qualification de l'infraction. Madame Diane Gendreau, Monsieur de Marle et Monsieur Alamellou nous exposeront les mesures qu'il est possible d'envisager pour accorder davantage de place à la vulnérabilité de l'auteur de l'infraction, mais une fois la sanction prononcée. En procédure pénale à proprement parler, on constate que l'identification de la personne vulnérable a dû être repensée pour tenir compte d'une double définition de la vulnérabilité. La vulnérabilité, comme on le sait, peut être inhérente à l'état d'une personne en raison de son âge, de son état de santé, d'une situation de handicap, mais la vulnérabilité peut également résulter d'une situation. Une personne soumise à l'autorité d'une autre se trouve en état de domination et donc en situation de vulnérabilité si elle est dépourvue de moyens de défense. Le procès pénal, de par les procédures qu'il requiert et de par les conséquences qui peuvent en résulter, place l'individu suspecté ou poursuivi sous la menace d'une atteinte à sa liberté. De la même façon, la victime peut, si elle est privée de moyens d'action et de moyens d'expression surtout, être vulnérable. Le procès pénal est donc susceptible de générer un état de vulnérabilité contre lequel il convient de lutter. Or, la raison d'être de la procédure pénale est de rétablir l'ordre social qui aurait été perturbé par la commission de l'infraction, mais tout en garantissant les droits fondamentaux de la personne. L'enjeu de la matière est donc ainsi de prendre en compte non seulement l'état de vulnérabilité inhérent à la personne, mais également celui généré par la procédure pénale elle-même. L'étude de notre législation révèle que la procédure pénale retient une conception large de la notion de vulnérabilité en l'appréhendant dans ces deux acceptions. Néanmoins, la démarche diffère. Si la vulnérabilité inhérente à la personne est appréhendée de façon catégorielle, la vulnérabilité inhérente à la procédure pénale fait l'objet d'une approche plus conceptuelle. La prise en compte de la vulnérabilité inhérente à la personne se fait bien sûr par le biais des critères classiques de vulnérabilité. On peut citer quelques exemples parmi les plus marquants. L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, bien sûr, dont M. de Marle nous parlera longuement, qui permet d'offrir des garanties et des droits particuliers aux mineurs en raison de la vulnérabilité tenant à son âge. On peut également citer l'article 8 du Code de procédure pénale qui diffère le point de départ de la prescription de certains délits commis au préjudice d'une personne vulnérable.
Enfin, les articles 706-112 et 706-118 du Code de procédure pénale imposent une procédure renforcée des majeurs protégés. Ce sont ici des critères classiques liés à l'existence de l'âge, d'un régime de protection, etc. Mais de façon notable, la procédure pénale envisage également la vulnérabilité selon des critères qui tardent à émerger dans d'autres matières. On peut par exemple critiquer la portée de la mesure, mais néanmoins, le mécanisme de l'aide juridictionnelle atteste de la prise en compte de l'état de vulnérabilité économique. Le droit à un interprète, le droit d'être informé de ses droits dans une langue que l'on comprend, révèle une prise en compte d'un état de vulnérabilité qui serait dû peut-être à la nationalité ou à l'origine. Donc si le concept de vulnérabilité est présent en procédure pénale lorsqu'il est intrinsèquement lié à la personne vulnérable, il est important de souligner que la matière lutte également contre la vulnérabilité qu'elle est elle-même susceptible de générer. Cependant, comme je vous le disais, dans cette deuxième hypothèse, la vulnérabilité n'est plus envisagée au cas par cas, mais de façon catégorielle. Le législateur admet que toute personne impliquée dans une procédure pénale soit en état de dépendance et donc vulnérable. Sont donc considérées comme personnes vulnérables aussi bien l'auteur que la victime. La procédure pénale a dans un premier temps admis la vulnérabilité de l'auteur de l'infraction et plus généralement de toute personne suspectée ou poursuivie, et donc ont été mis en place, au travers des droits de la défense, différentes dispositions destinées à lutter contre cet état de vulnérabilité. Ce sont généralement toutes les règles liées au droit à un procès équitable, le principe du respect de la présomption d'innocence, bien sûr, et du respect du contradictoire, mais plus spécifiquement le droit d'être assisté à un avocat, le droit d'être vu par un médecin, le droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer. Le législateur a également admis, il a été sensible en tout cas, à la vulnérabilité des personnes suspectées ou poursuivies face aux médias. Le secret de l'enquête et de l'instruction, initialement pensé pour garantir l'efficacité de la justice pénale, est aujourd'hui un moyen, peu fiable, je vous l'accorde, de préserver la réputation des personnes faisant l'objet de procédures pénales. Plus concrètement, la matière prohibe la diffusion d'images de personnes menottées ou entravées. Donc on constate une prise en compte de la vulnérabilité de l'auteur de l'infraction du fait même qu'il soit placé dans le cadre d'une procédure pénale. Plus récemment, c'est la vulnérabilité de la victime qui a fait l'objet de davantage de considérations. Alors que le droit de se constituer partie civile, on le sait, est un droit fondamental qui a été reconnu depuis longtemps, la parole de la victime au sein du procès pénal gagne en considération, avec notamment la possibilité pour les associations de victimes de se constituer partie civile et également le développement de la justice dite réparative via les procédures de médiation. Cette approche conceptuelle de la vulnérabilité permet ainsi d'établir, de rétablir, si c'est possible, au sein du procès pénal, l'équilibre des intérêts en présence tout en garantissant la fonction sociale de la justice pénale. Cette approche est à mon sens à favoriser au-delà de la frontière, des seules frontières de la procédure pénale, qu'il s'agisse du droit pénal de fond ou qu'il s'agisse encore du droit de la peine. Mais je pense que dans l'un et l'autre cas, nos différents intervenants vous éclaireront mieux que moi. Je passe donc la parole à Madame Pomard pour vous parler du droit pénal. Alors effectivement, l'objet de mon intervention va être de compléter un peu le propos de Madame Fruteau, qui vous a plutôt parlé de la procédure pénale, pour envisager cette fois-ci le droit pénal substantiel, le droit pénal de fond. Alors, en matière de droit pénal, incontestablement, quand on regarde un petit peu ce qui s'y passe, le droit pénal se soucie classiquement, alors se soucier est un grand mot, vous allez comprendre, il s'occupe de l'auteur des infractions.
L'objectif du droit pénal est avant tout de réprimer une atteinte occasionnée par quelqu'un à l'ordre public. Alors, s'occuper de l'auteur de l'infraction ne signifie pas du tout le considérer comme une personne vulnérable. Ça veut dire que c'est lui qu'on a dans le viseur pour le réprimer. Est-il une personne vulnérable ? Mon propos va être rapide là-dessus. Globalement, non. Alors, on vous dira le contraire dans un instant, on vous expliquera toute la vulnérabilité peut-être de cet auteur, mais classiquement pour le droit pénal, l'auteur des faits n'est pas spécialement une personne vulnérable, sauf peut-être dans 2 cas de figure que j'ai essayé d'imaginer, celui notamment de la personne qui aurait commis des faits alors qu'elle est sous l'empire d'un trouble psychique ou neuropsychique. On l'a vu hier avec Delphine Cohn, pendant très longtemps on a peut-être pensé que le fou était sous l'emprise du démon ou d'une force surnaturelle. Aujourd'hui on en est un petit peu revenu, en tout cas c'est vrai que sur le volet des troubles psychiques et neuropsychiques, on distingue selon que les troubles altèrent ou abolissent le discernement. S'ils altèrent, la responsabilité pénale peut subsister en partie. S'ils abolissent, il n'y a plus de responsabilité pénale. Mais en tout état de cause, ici, on ne vise pas la personne vulnérable. On vise techniquement une personne atteinte de troubles psychiques ou neuropsychiques, donc médicalement constatés. Deuxième hypothèse de personne vulnérable auteur d'une infraction, ce serait l'hypothèse de la minorité. Alors la personne mineure a effectivement un régime au plan pénal un peu particulier lorsqu'elle est auteur des faits, mais on vous en parlera dans un instant en détail, je ne m'appesantis pas sur ce volet. En tout cas, on n'est plus sur une irresponsabilité pénale, le fameux mythe, non, aujourd'hui les choses ont bien évolué. Toujours est-il que l'auteur donc est assez peu considéré en droit pénal, du moins du point de vue des textes, comme une personne vulnérable. On a une autre terminologie et une prise en charge qui est différente. L'angle d'attaque que je vous propose d'envisager est plutôt de considérer la victime, parce que si le droit pénal se soucie assez peu spontanément de la victime, puisque c'est l'affaire de la société contre l'auteur des faits, la victime est quand même là, et elle est au cœur, effectivement, d'un certain nombre d'infractions, ou en tout cas de circonstances aggravantes au plan pénal. Donc, la prise en compte un petit peu de la victime nous amène à affirmer que le concept de vulnérabilité est un concept bien présent en droit pénal. Cependant, si ce concept est bien présent en droit pénal, on verra dans un deuxième temps qu'il pourrait peut-être être davantage affirmé encore. Donc un concept présent en droit pénal, le concept de vulnérabilité. Alors oui, c'est un concept auquel on est familier quand on est pénaliste, puisque c'est un terme qu'on retrouve dans les textes, mais cependant ce concept de vulnérabilité n'est pas le seul utilisé par la matière pénale. On admet également d'autres concepts qui sont plus ou moins voisins, qui visent plus ou moins les mêmes situations. Et donc le concept, s'il est connu, il est aussi concurrencé ou complété, selon la version optimiste ou moins optimiste, par d'autres concepts. Alors le concept connu en droit pénal, la vulnérabilité est un concept connu au travers de deux modes, si vous voulez, d'appréhension différents. D'abord, la vulnérabilité, c'est incontestablement une circonstance aggravante en droit pénal. Donc, il va venir potentiellement accentuer la peine prononcée à l'égard de l'auteur des faits. Madame la vice-procureure nous en parlait hier, l'infraction est aggravée si elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur. Arrêtons-nous un instant sur cette circonstance aggravante, qui n'a pas spécialement mon adhésion complète, vous allez le comprendre. Pourquoi ? Parce que premièrement, le législateur liste. Il fait un listing des hypothèses de vulnérabilité. Qui dit listing dit potentiellement risque de ne pas tout envisager ou volonté de ne pas tout envisager. Mais typiquement, je vous signale par exemple une hypothèse, quid notamment d'une vulnérabilité qui serait liée à une consommation d'alcool, de stupéfiants qu'on aurait imposée à la victime. Elle est alors vulnérable parce qu'on l'a fait boire, parce qu'on l'a droguée à son insu. Et là, où est-on dans le cadre de la circonstance aggravante ? Pas forcément quelque part, puisque cette hypothèse n'est pas visée. C'est le jeu, l'avantage et l'inconvénient des listings, c'est que parfois on oublie des hypothèses tout simplement.
Le législateur exige aussi une particulière vulnérabilité pour déclencher cette circonstance aggravante, et au titre de la particulière vulnérabilité, on ne sait pas trop ce que signifie particulière. Madame le vice-procureur en parlait déjà hier. Enfin, le législateur exige que la particulière vulnérabilité soit apparente ou connue de l'auteur. Et c'est là que j'ai trouvé l'élément intéressant. Pourquoi? Ça veut dire qu'on ne protège pas la personne, on réprime plus sévèrement l'auteur parce qu'il voulait viser cette personne. Mais ce n'est pas tellement la personne en elle-même qui nous intéresse, sinon sa vulnérabilité suffirait. C'est parce que l'auteur savait, et finalement, eh bien, on se retourne encore une fois en droit pénal plutôt vers l'intention de l'auteur que vers la qualité particulière de la victime. Alors, cette circonstance aggravante, elle est prévue dans un certain nombre d'infractions pénales. On vous le disait hier, des infractions pénales contre les personnes, des infractions pénales contre les biens. Et évidemment, dès lors que c'est prévu dans certaines circonstances, vous retrouverez tout le détail de ces infractions, si vous le voulez, dans le PowerPoint, eh bien, à partir du moment où on prévoit des cas, on oublie peut-être des hypothèses. Et donc, les pistes de réflexion autour de cette circonstance aggravante sont doubles, à mon sens. Peut-être il faudrait que cette circonstance aggravante soit généralisée à toute infraction intentionnelle contre les personnes ou contre les biens, donc ne pas rentrer dans le cadre d'un listing, par principe ce serait possible d'aggraver. Et deuxièmement, il faudrait peut-être une définition un peu plus générale de la circonstance aggravante, qui notamment intégrerait l'idée de vulnérabilité économique et qui se détacherait des cas d'espèce qu'on a vus il y a un instant, mais on y reviendra. Deuxième volet, la vulnérabilité en droit pénal est également connue et utilisée dans des infractions pénales spécifiques. Non pas au titre d'une circonstance aggravante, mais comme une infraction. Et j'ai fait un effort de recherche dans le code pénal des infractions qui comportent le terme de vulnérabilité et qui s'occupent de la dimension de la vulnérabilité. Et je vous les ai listées ici. Alors, la plupart de ces infractions sont en fait souvent critiquées par la doctrine et par la magistrature aussi quand on les applique, tout simplement parce que ces infractions sont assez confuses, peu claires. Et c'est là tout l'enjeu. Si l'on réfléchit sur la vulnérabilité, il faut bien comprendre qu'il faudra donner un cadre, ou en tout cas guider l'appréciation, parce que la plupart du temps, les infractions autour de la notion de vulnérabilité sont elles laissent une marge d'appréciation qui est considérable pour le magistrat, dont on peut se féliciter, mais dont les praticiens ne souhaitent pas forcément assumer l'entière responsabilité, si je puis dire. Donc en tout cas, un travail de définition incontestable à faire autour de la notion de vulnérabilité. La vulnérabilité est un concept qui est concurrencé en droit pénal. On n'utilise pas que ce terme-là, ce serait trop facile. En effet, on mobilise d'autres circonstances aggravantes, d'autres notions un peu voisines. Par exemple, si on connaît la circonstance aggravante de minorité, on utilise aussi la circonstance aggravante de vulnérabilité, personne particulièrement vulnérable, on utilise aussi d'autres circonstances aggravantes, comme la minorité, comme le rapport ascendant-descendant, comme l'abus d'autorité de fait ou de droit, comme le rapport de couple. Toutes des situations dans lesquelles il y a cette notion peut-être de vulnérabilité et d'abus qu'on signalait hier. Mais ce sont d'autres circonstances aggravantes, alors qui se recoupent en partie, pas totalement, mais du coup on ne sait pas trop. Et il serait peut-être temps de faire un peu de ménage et pourquoi pas de privilégier une seule circonstance aggravante, pourquoi pas, autour de la vulnérabilité. Toujours est-il qu'il est aussi fait référence à la minorité, parfois, dans des infractions comme celles dont on a parlé récemment, les infractions autour des atteintes sexuelles sur mineurs. Atteintes sexuelles sur mineurs, quand on a moins de 15 ans ou moins de 18 ans, des infractions spécifiques sont déclenchées. C'est lié à une vulnérabilité ? Pas sûr, c'est lié à la minorité, vulnérabilité, on ne sait pas trop comment tout ça s'articule. Je passe à ma deuxième partie qui sera beaucoup plus rapide, je rassure Catherine, les enjeux de l'affirmation du concept de vulnérabilité en droit pénal. J'en vois deux. Il faudrait être plus audacieux et affirmer davantage la notion de vulnérabilité en droit pénal. D'abord parce que si on l'affirme davantage, ça forcera peut-être à stabiliser une définition renouvelée de la vulnérabilité, se mettre d'accord. Et ensuite parce que, à mon sens, ça a concrètement des avantages d'avoir un seul concept et pas 36 dont on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire. La stabilisation d'une définition renouvelée du concept de vulnérabilité. Il faudrait, à mon sens, élargir la définition de la vulnérabilité et la clarifier, c'est-à-dire
supprimer la référence au listing, âge, maladie, état de grossesse, infirmité, déficience, viser de manière plus générale les situations de dépendance économique, physique et psychologique. Et j'insiste bien sur le volet économique parce qu'il est très peu mobilisé dans la circonstance aggravante de vulnérabilité, sauf depuis des réformes plus récentes, notamment en matière de harcèlement sexuel, où là on voit pointer, je vous ai mis le texte, une référence à la vulnérabilité économique en matière de harcèlement sexuel. Donc c'est un peu plus nouveau, mais il faudrait à mon sens prendre aussi en considération cette vulnérabilité de manière générale dans une circonstance aggravante globale. Et troisièmement, ça permettrait aussi de préciser que la vulnérabilité ne doit pas avoir pour origine, pour source, un comportement volontaire de la victime. Autrement dit, si vous buvez, si vous mettez vous-même sous l'emprise de stupéfiants, etc., et que vous ne maîtrisez plus vos actes, vous ne pourriez pas arguer de la vulnérabilité et de cette circonstance aggravante. C'est, à mon sens, cette idée un peu de faute antérieure qui est très présente en droit pénal et qui mérite d'être sauvegardée. Enfin, l'idée, ce serait de faire un peu de ménage en droit pénal, éviter 36 circonstances aggravantes qu'on ne sait pas trop comment articuler, et aussi, surtout, éviter ce qui a tendance parfois à se développer en droit pénal, c'est-à-dire les seuils. Je ne suis pas sûre, je vous le disais déjà hier, qu'un mineur soit forcément une personne vulnérable. Et à partir de là, je me félicite effectivement que dans le projet de loi qui est en discussion, on ait laissé tomber l'idée d'un seuil 15, 18, etc., pour davantage réfléchir sur des notions de discernement de la personne, de situation de vulnérabilité, plutôt que d'arrêter des seuils qui sont toujours très délicats à articuler entre eux et qui sont assez peu signifiants au cas d'espèce présent. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Cathy pour cette présentation de la vulnérabilité de la victime et comment elle est prise en compte. Je pense qu'il est temps de rétablir l'équilibre au sein de la matière pénale et de s'intéresser malgré tout à la vulnérabilité de l'auteur de l'infraction. Et donc je vous passe la parole à Monsieur Demarle, qui est directeur technique de la protection judiciaire et de la jeunesse de La Réunion, ainsi qu'à Madame Diane Gendreau, conseillère technique santé. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour préparer cette intervention, j'ai longtemps réfléchi pour savoir si j'allais vous présenter les choses de manière didactique et avec plein de statistiques, etc. Et non, moi, je préférais vous parler d'une randonnée à Mafate. Alors, il s'agit d'une action éducative menée par une structure de la protection judiciaire de la jeunesse, le service territorial de milieu ouvert de Saint-Pierre. Cette action consiste à emmener 6 jeunes délinquants de 15 à 17 ans, encadrés par des éducatrices pendant 3 jours. Au cours de cette randonnée, ils participeront à la réfection des chemins de grande randonnée avec les agents de l'ONF, travailleront dans une pépinière, apprendront à photographier et seront filmés par une cinéaste. Pourquoi la société, l'État, la magistrature et accessoirement le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse acceptent que soient montés et financés de tels projets dans le cadre d'une ordonnance judiciaire? C'est une longue histoire qui porte, longue histoire et une histoire ancienne qui porte un regard sur la délinquance juvénile. Ce regard s'est concrétisé juridiquement une première fois en 1912 par une loi qui pose le postulat suivant. La délinquance est due essentiellement à des carences éducatives. Drôle d'affaire. La réponse sociétale doit la prendre en compte concomitamment à la sanction pénale. C'est notamment de cette idée que le concept d'éducation, du côté éducatif, que le concept d'éducation dans un cadre contraint, a été construit. L'esprit de cette loi a été repris et développé dans le corps de l'ordonnance du 2 février 1945, et ce texte se décline en 3 novations. Un texte, l'ordonnance, qui traite de l'enfance délinquante dans sa singularité, la création d'un juge des enfants, juge spécifique, et une administration, l'éducation surveillée à l'époque, qui deviendra la PJJ, et une administration d'État, un service du ministère de la Justice, mais qui est également accompagné dans ses missions de
d'associations du secteur habilité, aujourd'hui, il faut savoir que 1100 associations habilitées participent à la prise en charge des jeunes délinquants en France. Donc les 3 principes fondamentaux de l'ordonnance de 1945 sont l'atténuation de responsabilité du fait même de la minorité. Ce principe peut être écarté, l'excuse de minorité peut être écartée par la juridiction, et ce n'est pas qu'une histoire d'écrit. Tout dernièrement, dans une affaire de terrorisme, des jeunes de 17 ans étaient condamnés, a vu l'excuse de minorité écartée et a été condamné comme un adulte. Donc l'atténuation de responsabilité, le principe d'éducabilité, et le fait effectivement qu'on privilégie l'éducatif au répressif. Cette ordonnance a été modifiée plus de 130 fois. Deux réécritures fortes ont été faites ces 2 dernières années, avec 2 visions de la délinquance des mineurs très différentes, mais elles ne sont pas arrivées devant le législateur. Il n'y a pas eu de navette parlementaire, ce n'est pas allé jusqu'au bout. Ce qu'on peut dire de l'évolution, de la mise en œuvre de ces lois, de cette ordonnance de 1945, les grosses évolutions de ces 20 dernières années, c'est le rôle du procureur, qui gère aujourd'hui tout ce qu'on peut appeler des affaires de moindre gravité, en direct, avec la protection judiciaire de la jeunesse. Il peut saisir directement les services de mesures éducatives. Et puis pour les affaires les plus graves ou les plus complexes, le juge des enfants et le juge d'instruction. Il faut savoir également que 95% des affaires, des actes de délinquance qui arrivent, qui sont présentés au procureur, donc pour lequel la police les présente, donnent lieu à des poursuites. 95%. La deuxième évolution forte de ces dernières années, c'est l'évolution de la PJ qui, en 2008, a vu son action réorientée exclusivement, en dehors des mesures d'investigation sur lesquelles je viendrai tout à l'heure, au pénal. Aujourd'hui, c'est le conseil départemental qui, à travers ses propres services et ses services associatifs, gère tout ce qui est enfance en danger. Voilà. Donc vous voyez bien à travers cette courte esquisse que la question des vulnérabilités... Oh là là, je recommence, excusez-moi. La question des vulnérabilités de l'enfance délinquante est au centre de la construction, de la préhension, du concept, ainsi que des réponses sociétales à la délinquance juvénile, de tout temps. Alors, je rejoins sur ce qui a été dit sur le concept de vulnérabilité, qui est quelque chose qui varie au cours du temps, qui n'est pas précis, qui a varié au cours du temps. Mais en tout cas, il est au centre de ça. Il existe même dans le traitement de la délinquance des mineurs ce qu'on appelle des mesures d'investigation, où le juge va décider. Alors, ces mesures d'investigation, c'est les seules qui peuvent avoir lieu au civil et au pénal, mais qui va différer sa décision parce que la situation familiale, sociale du jeune qui a commis un acte de délinquance lui paraît particulièrement complexe et nécessite de mener des investigations pluridisciplinaires. Et elles sont confiées bien évidemment à la protection judiciaire. Mais pourquoi une randonnée à Mafat ? L'objet de ce genre d'action, c'est de faire reconnaître à chacun des jeunes, mais également à ses parents, à ses pairs, qu'il a des qualités réelles et des compétences peut-être à développer autres que celles qui consistent à commettre des délits. Le travail éducatif, c'est mine de rien, petit pas, d'arriver à mettre des mots sur des vulnérabilités et des potentialités. Ainsi, dans l'exemple que je vous ai pris, parce que vous avez bien compris que ce n'était qu'un exemple d'action éducative, l'accompagnement éducatif va permettre à ces jeunes qui sont souvent en situation de blocage avec des réseaux sociaux très peu établis, renfermés sur eux-mêmes, enfin tout ce que vous avez dû et tout ce qui a dû être décrit dans la journée précédente, que vous pouvez imaginer, ça va leur permettre de rencontrer, d'être avec un groupe de pairs sur du temps, alors qu'en général ce sont des jeunes et ceux qui sont concernés, qui restent un peu sur place, l'effort, la marche, des collectifs, alors de professionnels, des encadrements d'éducateurs, mais également d'autres groupes d'adultes, des actions culturelles, une réparation de chemin, la biodiversité, aller travailler sur une serre à La Réunion qui permet de replanter des arbres et de voir un peu comment est traitée la forêt et l'environnement. La photo, en l'occurrence, ils ont appris à faire des photos, et le travail sur l'image. L'idée et l'objectif de la prise en charge, c'est de permettre à chaque jeune d'exprimer ses émotions et de les confronter à celles des autres.
À cet égard, il faut souligner la diversification importante, très importante dans les prises en charge éducatives pour mobiliser et multiplier des rencontres différentes pour que les jeunes puissent s'identifier, regarder, prendre de la distance par rapport à ce qu'ils vivent et à ce qu'ils ressentent. Alors, ces 3 jours ont donné lieu à un film qu'on pourra vous faire parvenir si vous le souhaitez et si vous êtes intéressé. Vous imaginez bien que cette action qui concerne 6 jeunes s'inscrit dans une prise en charge globale, où pour arriver à mener ce genre d'action, il y a tout un travail éducatif qui est fait à l'ensemble des 200 jeunes qui est suivi de manière régulière par cette structure, et on va proposer ce type d'action à des jeunes qui en ont besoin et qui sont bloqués soit par leur vulnérabilité, sur des questions de vulnérabilité, par des difficultés de communication avec les autres, etc. etc. Donc ces jeunes sont choisis par une équipe pluridisciplinaire parce qu'on sait qu'ils vont peut-être, à travers ces actions-là, pouvoir progresser. Bien évidemment, dans la prise en charge éducative développée par le service, il y a beaucoup d'autres actions comme ça, et il y a toutes les actions classiques de services éducatifs auprès des jeunes et de leurs familles. Voilà. L'autre élément très important de l'action éducative, et donc à moyen terme du rendu aux magistrats, c'est le travail avec les familles. Quel que soit l'état des familles, quel que soit ce qui a pu se passer dans la famille, on se rend compte, et sociologiquement, qu'à moyen terme, quand je parle à moyen terme, c'est à 3, 4, 5 ans après que la prise en charge éducative ait pris fin, pour les jeunes qui s'en sortent le mieux, comme pour les autres, les liens avec les familles se rétablissent, et quelle que soit la qualité de ce lien, et quel que soit ce qui s'est produit. Il y a très peu de séparation, de césure dans la relation familiale. Alors forcément, pour changer le regard du jeune sur lui-même, pour l'amener à agir, dans le bon sens du terme, à se mobiliser, pour rechercher ses compétences, il faut également travailler de manière très forte avec ses parents pour tenter de les mobiliser. Les professionnels de la PJJ ont besoin, en dehors de leur action propre, de ce que j'ai décrit de manière succincte, ont besoin de la société civile également, parce que l'insertion aujourd'hui, j'entendais parler de l'économie, du poids de l'économique dans la vulnérabilité, mais de l'insertion dans notre sens à nous, chaque mot a des sens selon l'endroit dont on parle, ont besoin de renfort. Forcément qu'ils ont besoin de se confronter au travail. Ils sont en général en rupture avec l'éducation nationale, ils ont été en rupture dans leur parcours, etc. Ils ont besoin là d'acteurs de la société civile à travers l'action. Je vous ai vu qu'on travaille avec l'ONF qui ne savent pas ce que c'est que des gamins délinquants, qui essaient de leur apporter des éléments forts. Et on travaille bien évidemment avec tous les corps de l'administration. Les conventions existent avec l'éducation. Pardon. Les conventions existent avec tous les corps d'État, et on est à la recherche aussi de travail avec d'autres organismes qui peuvent être plus loin, dont le patronat, qu'on va essayer à travers de différentes actions d'aller chercher pour réussir à réimplanter des contrats d'apprentissage ou des choses de ce genre-là. L'objectif, vous l'avez bien compris, c'est d'arriver à faire que les enfants qu'on prenne en charge se réinscrivent dans le droit commun, reprennent une construction de vie habituelle à tout autre adolescent. Et l'objectif final, bien évidemment, de l'accompagnement éducatif judiciaire au pénal, c'est d'aller chercher les jeunes dans leur humanité. Je vous remercie. Bonjour. Alors, je voudrais commencer mon intervention par nommer une évidence qu'on peut avoir tendance à oublier parfois, à savoir qu'à la protection judiciaire de la jeunesse, certes, nous accompagnons des jeunes délinquants, mais avant toute chose, nous accompagnons des adolescents. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que l'adolescence est une période de fragilité, ou en tout cas une période sensible. C'est une phase de transition, de questionnement, de rébellion, d'expérimentation. En quoi les adolescents que nous accompagnons à la protection judiciaire de la jeunesse sont-ils différents des autres adolescents? Dans l'absolu, en rien. Les vulnérabilités sont intrinsèquement identiques. Elles sont néanmoins exacerbées, voire envahissantes. Ce sont des jeunes qui sont particulièrement fragiles,
particulièrement perméables aux risques, particulièrement influençables. Et cela est notamment vrai en matière de santé. Alors pourquoi me permettre d'affirmer cela ? Par une telle annonce, entendons-nous bien, je ne cherche pas à vous dire que les mineurs que nous accompagnons à la PJJ sont plus malades que les autres adolescents. Ce que je veux dire, c'est que les jeunes que nous accompagnons n'ont pas eu et n'ont pas le même accès à la santé. Donc ça n'est pas perceptible dans mon discours, mais lorsque je vous parle de santé, j'y mets une majuscule. De fait, je vous parle de santé globale, de santé bien-être, telle qu'elle est décrite dans la Charte d'Ottawa de 1986. Donc certes, cela englobe la santé-maladie, donc l'accès aux soins, mais c'est également l'accès à l'éducation à la santé. L'éducation à la santé, la possibilité de construire et de développer des compétences pour agir en faveur de son propre bien-être. Et c'est également l'accès à un environnement sécurisant, au bien-être physique et psychique. Ces éléments sont autant de clés dont le jeune a besoin pour grandir et pour s'insérer. Donc j'en reviens à ma question initiale. Pourquoi et comment affirmer que notre public est plus vulnérable en matière de santé ? Réfléchissez bien. Quelles sont les structures qui vont nous permettre, à mesure que nous grandissons, d'acquérir des compétences, des connaissances en matière de santé ? La famille, l'école, les pairs. Sans rentrer trop dans les détails, je pense que vous pouvez comprendre ce que cela implique pour les mineurs que nous accompagnons. La santé, c'est un facteur d'épanouissement et d'insertion auquel ces jeunes n'ont pas eu ou n'ont pas accès. Je souhaiterais maintenant vous citer un très très court résumé des articles 23 à 27 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. L'enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Les États assurent l'accès aux soins médicaux à tous les enfants, en mettant l'accent sur la prévention, l'éducation sanitaire et la réduction de la mortalité infantile. Partant de là, que mettons-nous en œuvre à la PJJ pour aider les jeunes que nous accompagnons à grandir dans le respect de leur droit à accéder à la santé ? Donc pour cette présentation, je vais vous développer très rapidement le plan d'action que nous développons en matière de santé sur la base de 3 P. Protection, prestation et participation. Protection. Il s'agit de garantir aux jeunes le respect de son intégrité physique et psychique, soit de créer un environnement qui soit protecteur et favorable à la santé bien-être. Qu'est-ce que cela implique ? C'est notamment inscrire la santé dans nos projets de service, former les professionnels à la promotion de la santé, au handicap, mettre en place un environnement favorable en organisant des activités sportives, des repas équilibrés, en travaillant sur l'accessibilité de nos locaux, la posture des professionnels. Deuxième P, les prestations. Il s'agit de garantir aux jeunes l'accès aux dispositifs de soins, à l'éducation à la santé, aux discours de prévention. Donc premièrement, réalisation de bilans santé, dépistage, consultation auprès de spécialistes. Je me permets une petite parenthèse, c'est pour nous un accès particulièrement compliqué, l'accès aux dispositifs de soins pour nos mineurs sous ordonnance judiciaire. C'est également l'accès à la sécurité sociale, grâce à la signature d'une convention partenariale. Et puis c'est l'accès à la promotion de la santé et à la prévention, grâce à des liens très forts que nous avons pu tisser avec le réseau associatif, tels que le Centre Ressources Aide CAF, le réseau OT, la RPS, la Casado. Cet axe est très important pour moi et est très important pour nous à la protection judiciaire de la jeunesse. Le travail en réseau, l'interconnaissance, le partage des compétences pour le jeune. C'est aller auprès des professionnels et des prestataires de services et de soins pour faire connaître notre public, le faire connaître pour qu'on puisse reconnaître ses vulnérabilités et son besoin réel d'obtenir un accès qui soit simplifié aux dispositifs de soins et de santé. Nous avons besoin les uns des autres pour éviter de creuser encore davantage ces vulnérabilités qui éloigneront encore plus le jeune de l'insertion. Alors nous avons besoin les uns des autres, nous professionnels certes, mais si nous travaillons tous ensemble en oubliant le jeune et sa famille, autant dire que c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc mon 3e P, c'est la participation. Le jeune est au centre du dispositif. Mes collègues éducateurs me rappellent sans cesse que ces jeunes ont des parents et que la santé est une chose qui leur appartient, que la santé est une chose intime,
Mes collègues éducateurs ont raison. Ne leur dites pas trop, ça leur ferait bien trop plaisir. Donc, l'ensemble des actions que je viens de vous présenter, elles n'ont de sens que si elles sont travaillées avec le jeune, avec sa famille, avec ses proches. Parce qu'il va s'agir de valoriser et de renforcer ses compétences. Notre rôle, à nous, professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, ça va être d'ouvrir la voie et de donner l'impulsion aux jeunes, avec l'aide de ses parents, pour qu'il apprenne à agir lui-même en faveur de sa propre santé et bien-être. Donc je vais conclure en vous disant ceci. Œuvrer en faveur de la santé de ces adolescents ô combien fragiles, c'est contribuer à ce qu'ils s'emparent de leur avenir. Une mesure de la protection judiciaire de la jeunesse, ça pourrait n'être qu'une étiquette supplémentaire sur le front de ces jeunes-là. Ça pourrait n'être qu'une strate supplémentaire dans un millefeuille de fragilité, de vulnérabilité, d'obstacles. L'objectif, c'est que cette mesure, ça soit une chance. Je vais dire donc, pour conclure, que la santé, c'est une dimension qui est pleine et entière dans notre éducation éducative à la protection judiciaire de la jeunesse. Merci à tous les deux. Effectivement, il ressort assez clairement que prendre en charge, en compte la vulnérabilité, ça nécessite de voir au-delà de l'état premier et d'envisager une réinsertion de la personne concernée à tous les niveaux. C'est ce qui a été dit hier, de redonner à la personne sa qualité de citoyen, mais au sens premier, c'est-à-dire de personne vivant dans la cité. Et pour ce faire, nous avons bien sûr besoin de tous les partenaires, des pairs, mais de toute la communauté des pairs. Après, l'adéquation de la personne, du mineur, à son dispositif est difficile à appréhender. Et sur cette question, M. Alamelou a davantage d'informations à nous donner. Bonjour à tous. C'est la deuxième fois que j'interviens dans un colloque. C'est toujours aussi émouvant et j'ai quand même essayé. Alors ces mineurs, parfois ils deviennent adultes, parfois même s'ils en ont fini avec la délinquance mineure, ben, ils basculent du côté adulte et là, ils sont condamnés, deviennent auteurs d'infractions et ils seraient donc vulnérables. Et c'est à moi de le démontrer. C'est un peu compliqué, hein? On va essayer. On va essayer à travers l'histoire de Mathieu. Aujourd'hui, Mathieu a 28 ans. Actuellement, il est en détention. Il est célibataire. Il n'y a pas d'enfant, il vit chez ses parents. C'est le deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Personne ne travaille, les parents sont retraités. Et Mathieu parle de son enfance comme ayant grandi dans un milieu pauvre, logement insalubre, mais de plutôt bonnes relations dans la famille. Il parle aussi d'une chute que sa mère aurait faite alors qu'elle le portait quand il était tout petit. Il ne sait pas bien expliquer tout ça, mais il dit qu'il souffre d'un retard mental. Il était à l'école, pas longtemps, pas très fort. Parce qu'il quitte l'école en clisse, vers l'âge de 14 ans. Il déchiffre les mots, il ne sait pas toujours bien ce que ça veut dire, mais il ne sait pas écrire. Il a été placé, suivi en institution spécialisée. Après, il a commencé une petite carrière de délinquant, on va dire. Là, il est actuellement en détention pour vol. Et si on fait abstraction des condamnations mineures, en tant qu'adulte, il a 11 mentions à son casier judiciaire, dont 7 prononcées avec une partie ferme. Et toutes les condamnations, c'est des vols avec des degrés de gravité divers. Il reconnaît spontanément qu'il est addict à tout un tas de choses, tabac, beaucoup. Il a les dents toutes noires, je ne sais pas comment on peut réparer ça, je ne vois pas. Il consomme de l'alcool dès qu'il peut, du zamal quand il y en a, et il consomme à peu près tout ce qu'on lui propose en fait.
Le but, c'est pas trop les effets que ça peut produire, mais juste l'effet que ça produit. Pour ce qui est des infractions, c'est un peu toujours la même chose. Il rentre chez les gens particuliers, avec une influence plus ou moins bienveillante, on va dire, de ses amis, qui préfèrent l'envoyer lui commettre les larcins que de les commettre eux-mêmes. Du coup, il prend des objets qui l'intéressent. La dernière condamnation, c'était une canne à pêche. Mathieu perçoit la hache, il est sous tutelle, donc normalement, il n'y a pas trop de problèmes financiers, les sous sont bien gérés, la tutelle fonctionne bien. Donc il n'a pas besoin de voler une canne à pêche. Il peut s'en acheter une. Après, le préjudice n'est jamais très, très élevé pour les victimes. Je ne vais pas le minimiser, mais de toute façon, dès qu'elles sont reconnues comme victimes, la tutelle les indemnise. Donc, quelque part, on va dire, c'est un peu réparé du côté des victimes. Mathieu, on le décrit naïf, fragile, influençable. Tous les gens qui le connaissent parlent du besoin de le protéger, de lui, des autres. Après, il a eu plusieurs réponses à ces condamnations. Ces réponses ont parfois été très dures, des peines d'emprisonnement fermes, sans discussion. S'il y a une enquête sociale rapide qui est réalisée par le SPIP, mais dans enquête sociale rapide, il y a rapide. Donc du coup, il va en détention, il en ressort. Après, il est suivi en milieu ouvert. Et ça, depuis, moi je le connais depuis qu'il a 20 ans, je crois. L'avant-dernière mesure qu'on a prononcée contre Mathieu, c'était une contrainte pénale. La contrainte pénale, elle est issue des travaux de la conférence de consensus, initiée par Madame Taubira, ex-ministre de la Justice. De ces travaux ont découlé, entre autres, la contrainte pénale. Ça veut dire, en gros, à chaque fois qu'une peine d'emprisonnement doit être prononcée, on peut proposer une contrainte pénale. Ça n'a pas beaucoup pris pour l'instant. Je crois que La Réunion, on est le deuxième département après Mayotte à prononcer des contraintes pénales à effectif constant à notre niveau. Donc, à un moment donné, on ne peut plus trop suivre. Sachant que le président de la République antérieur et l'actuel ont dit qu'il faudrait chiffrer nos prises en charge autour de 40 personnes par agent de probation. Personnellement, j'en ai 120 au jour d'aujourd'hui. Donc après, à l'impossible, nul n'est tenu. L'histoire de Mathieu, elle n'est pas unique, malheureusement. L'histoire de vie de Mathieu l'a rendu vulnérable et on devrait pouvoir le protéger. Au lieu de ça, à chaque fois qu'il passe devant une institution, 11 condamnations, c'est-à-dire 11 faits connus de la justice, mais les autres, on ne sait pas. Chaque fois qu'il passe en jugement, il est condamné. Il est responsable de ses actes. Je ne suis pas sûr. Mais bon. Après, en détention, la situation de vulnérabilité, il la vit tous les jours. Dans le monde de la détention, toutes les procédures sont écrites. J'ai cassé quelques mythes, ils n'ont pas la télé gratuite, ils n'ont pas tous les avantages que l'on peut bien vouloir leur accorder. L'administration pénitentiaire leur fournit le lit, un peu mieux maintenant que par rapport à Juliette de Dieu avant, le repas. Après, tout le reste, ils le payent. Mais pour le payer, il faut remplir un bon de cantine. Mathieu, il ne sait pas remplir un bon de cantine. Donc, du coup, il est dépendant de son codétenu. Tout est possible. La question, pour moi, c'est bien de déterminer notre intervention à l'égard de ce public dit vulnérable. La contrainte pénale, c'est un outil formidable, parce que du coup, on va explorer les facteurs de risque, dynamiques, statiques. Après, on va explorer les facteurs de protection. Et idéalement, il faudrait qu'ils soient tous en contrainte pénale. Mais voilà, il faudrait qu'on soit assez nombreux aussi pour suivre toutes les contraintes pénales. J'ai entendu parler hier de mouvement de balancier, d'aller dans un sens et de revenir ensuite dessus.
Le problème, c'est plus ça pour nous, c'est qu'il n'y a pas de doctrine en fait. La doctrine, elle est fluctuante en fonction de la stratégie. Là, on nous prépare une loi pénitentiaire, une nouvelle loi, où on va tout mélanger, les moyens, les personnes, les sous, les institutions, détention, pas détention, pré-sententiel, post-sententiel. Ça fait beaucoup, quoi. Il faudrait que ce soit clair. Et si c'est clair, ben, du coup, le sens de notre intervention, le sens de la peine, il sera plus facilement explicable aux personnes qu'on suit. Je vous remercie. Merci, monsieur Alamélou, qui, je le rappelle quand même, est conseiller pénitentiaire d'insertion au SPIP. Effectivement, il y a un besoin de rééquilibrage pour voir apparaître une prise en compte de la vulnérabilité de l'auteur de l'infraction. On ne peut continuer à s'occuper principalement de la vulnérabilité de la victime, mais le mécanisme semble bien enclenché. Quand on regarde au niveau européen, on pousse à prendre en considération le statut de personne vulnérable, mais lorsque pour des raisons budgétaires, pour répondre au principe de subsidiarité, il faut faire des choix, eh bien on se rend compte sur les directives de 2016 par exemple que c'est entre autres, sur les 5 directives qui ont été prises, la directive concernant la prise en compte de la vulnérabilité autre que celle du délinquant mineur, qui est passée de stade de directive au stade de simple recommandation. Donc, je pense qu'il est temps d'ouvrir les questions à la salle. On vous écoute. Bonjour, alors c'est vrai que votre intervention, ça rappelle un peu ce qu'on a dit hier. Excusez-moi. Oui. Je vais vous demander de rappeler votre nom et puis de préciser à qui votre intervention s'adresse, s'il vous plaît. Alors, Émilie Warocott, ça s'adresse un peu à tout le monde parce que c'est vraiment une interrogation. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de hiérarchisation, encore une fois, des vulnérabilités? Parce qu'on a parlé des victimes, on parle aussi des détenus. Il faut savoir par exemple que les détenus, c'est la catégorie vulnérable la plus mentionnée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je ne sais pas si c'est les plus vulnérables, mais en tout cas c'est les plus souvent cités. Donc on parle aussi des victimes. Donc est-ce que finalement, si tout le monde est vulnérable, est-ce qu'il y aura encore une protection spécifique qui est apportée grâce à la vulnérabilité? Ou est-ce que finalement tout le monde est revenu au même niveau Donc au niveau du droit, qu'est-ce qu'on peut faire si tout le monde est vulnérable? Quelle protection apporter? Alors, pour essayer, en partie, la question est complexe, donc je ne prétends pas avoir l'intégralité de la réponse, mais en tout cas, pour essayer de faire avancer le débat, je pense que vous l'avez bien compris, chacun d'entre nous était un petit peu dans son rôle pour présenter les choses. Je pense que c'est compliqué, quand une infraction pénale est commise, de ne pas considérer à un moment donné que la première victime, c'est quand même celle qui a subi l'infraction. Je devrais vous dire, parce que je suis pénaliste, que c'est d'abord la société. Je vous dis aussi que c'est la personne qui est au cœur de l'infraction. Et je pense que c'est compliqué de ne pas le dire. Et c'est pour ça qu'il faut qu'à un moment donné, on en passe par là. Et effectivement, est-ce que c'est pertinent d'accentuer ou pas les peines selon la victime qu'on vise? Je pense que lorsqu'on exige en droit pénal que la victime est une particulière vulnérabilité apparente ou connue de l'auteur, c'est bien parce qu'on considère que là, il s'en est pris particulièrement à cette victime-là parce qu'il savait qu'elle était en situation de fragilité. Donc je pense que commencer par parler des victimes et les considérer comme vulnérables, c'est incontournable et que dans notre société, de toute façon, c'est compliqué de faire autrement. Aggraver les peines parce que la victime est particulièrement vulnérable, ça me semble de bon sens, parce que sinon tout le monde s'en prendrait aux personnes âgées, enfin voilà, donc ça me semble de bon sens. Maintenant, il me semble également que l'évolution que décrivait Madame Fruto et que tous nos intervenants ont pu mettre en exergue, c'est-à-dire de considérer aussi que du côté de l'auteur des faits, il y a des formes de vulnérabilité, c'est une évolution qui, à mon sens, est positive. Parce que tant qu'on ne traite pas ou qu'on n'accompagne pas ces vulnérabilités des auteurs, ils vont continuer
à commettre des infractions, et incontestablement, les victimes vont continuer. Donc, c'est peut-être pas des victimes directes, mais si on ne traite pas leurs difficultés de chemin de vie, etc., comme on l'expliquait hier, forcément, ça va être compliqué de faire cesser le cercle infernal, comme on le décrivait hier. Il ne me semble pas incompatible en droit qu'on apprécie l'ensemble de ces cas de figure, qu'on considère que tous ces protagonistes sont dans une situation de vulnérabilité, comme l'expliquait Madame Fruto. Il me semble que sur le plan de la procédure pénale, il est plutôt de bon ton et pertinent d'accorder des droits à chacun. Et ça coûte pas grand-chose. Enfin, si ça coûte, mais c'est plutôt normal quand même qu'on le fasse et qu'on donne la parole, le temps de réagir, etc., dès lors que les uns et les autres n'en abusent pas. Maintenant, sur le fond et tout ce qui est mécanisme d'accompagnement, etc., j'ai la faiblesse de penser que c'est important d'accompagner autrement, mais à la fois les victimes et les auteurs. Il me semble que la notion de vulnérabilité n'interdit pas d'accompagner les deux différemment. Je voudrais répondre sur la partie détention détenue. Excusez-moi. J'ai commencé à bosser au centre de jeunes détenus, la maison d'arrêt des Yvelines, quand j'ai commencé. La PJJ n'intervenait pas encore. J'étais référent quartier mineur. Donc j'allais au quartier mineur et le mode d'intervention, on rentre dans la cellule et puis on discute avec le petit jeune, quoi. Et puis un jour, il y a un surveillant qui, par mégarde, m'a enfermé. Les gens qui me connaissent ne me décrivent pas comme vulnérable. Mais là, je me suis senti vulnérable. Parce que je suis derrière une porte. Cette porte n'a pas de poignée. Et je suis dépendant du surveillant qui, quand il le voudra, viendra ouvrir la porte. Bon, après, on s'est expliqué, hein, mais bon, il y a des règles, mais bon, voilà. Donc, du coup, l'état de détenu, quelle que soit la personne qui est détenue, moi, je connais personne qui me dit « je suis bien en détention hein. ». C'est une situation de vulnérabilité. Après, il y a une autre partie dans ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'on sache précisément à quoi ça sert de mettre quelqu'un en détention. Est-ce qu'on vise à le punir? Est-ce qu'on vise à réparer un acte commis? Est-ce qu'on vise à reconnaître une victime en tant que telle et du coup un auteur qui est condamné, qui est puni? Ça, je suis désolé, mais il n'y a personne en France qui le dit de manière claire. Un coup, la prison sert à réinsérer. Un coup, elle sert à punir. Des fois, les deux. Au milieu, c'est un peu compliqué. Voilà. Il me semble que dans votre question, il faut séparer deux choses. Il y a une petite confusion. Une vulnérabilité, ou la vulnérabilité d'une victime, n'enlève pas la vulnérabilité du délinquant, et inversement. On est sur deux registres complètement différents. Quand on prend en compte, nous, dans la prise en charge des jeunes, ces histoires de vulnérabilité, alors déjà on travaille, il y a ce qu'on appelle des mesures de réparation, on travaille sur de la réparation vis-à-vis des victimes, que ce soit de manière indirecte ou directe, que ce soit directement avec les gens qui ont subi, s'ils acceptent de travailler avec le jeune pour que les choses s'améliorent. Je ne parle pas du droit, de tout ce qui est droit à la réparation financière, etc. Je parle vraiment du contact direct. Mais nous, l'objectif de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est d'éviter la récidive. Et pour qu'on le veuille ou pas, les faits sont têtus, les faits sociologiques sont têtus. Pour qu'on fasse avancer ces jeunes-là, il faut qu'on prenne en compte leur vulnérabilité, pas pour les excuser, pour leur dire « mais tu ne seras pas condamné parce que tu es vulnérable », mais parce que tu es vulnérable, il faut que tu travailles pour essayer d'être moins. C'est toujours cette question de recherche de potentialité, de compétences chez les jeunes. Voilà. Oui, et puis juste pour compléter et terminer sur cette question, en procédure pénale, tous les droits qui sont accordés, alors on a parlé globalement de l'auteur de l'infraction, mais il ne faut pas oublier qu'il ne sera auteur de l'infraction qu'une fois qu'il y aura une condamnation définitive, et que donc pendant toute la durée de la procédure pénale, la personne est en état de vulnérabilité parce que justement, on ne sait pas si elle est auteur ou non de cette infraction, donc elle doit pouvoir se défendre. Donc il faut faire attention et c'est ce qui justifie encore davantage la prise en compte de tous ces droits de l'auteur de l'infraction. Si je peux juste pour ajouter par rapport à la question, la deuxième partie de votre question sur le nombre de condamnations au niveau européen, etc. Il me semble important de garder à l'esprit que le nombre de condamnations
de tel ou tel manquement de la France, le cas échéant, n'est pas forcément complètement révélateur de ce qui se passe dans les faits. C'est ce qui est, à un moment donné, stigmatisé, révélé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres manquements à d'autres endroits. Maintenant, je pense aussi qu'on part de situations, pour le coup, l'incarcération, parce que le titre du colloque, c'est quand même vulnérabilité et droits fondamentaux. Et quand on parle de personnes en situation de vulnérabilité, souvent, leurs droits, c'est un petit peu le strict minimum. On va essayer de leur donner un logement, peut-être un travail, etc. On parlait d'aspects comme le droit de la santé, de choses comme ça, et qui sont souvent passés, alors je ne vous parle même pas du droit à la sexualité, là c'est vraiment la 8e roue du carrosse, quoi, quand on y arrivera. Et donc je pense qu'on part quand même de situations, d'une situation, l'incarcération par exemple, où on était quand même très très en retard sur la sauvegarde des droits des uns et des autres. Donc c'est un peu normal peut-être qu'il y ait des condamnations, mais je pense que ces condamnations ne reflètent pas non plus la réalité des manquements. Il doit y en avoir ailleurs, et pas mal, parce que souvent on stigmatise du coup les manquements, les dérives en situation d'incarcération, en situation de détention provisoire, ça marche bien, mais il doit y en avoir d'autres à d'autres endroits, à mon sens, quoi. Juste pour compléter, excusez-moi, mais 85% des suicides en détention ont lieu au quartier arrivant le premier jour. Si ça, c'est pas de la vulnérabilité, je vois pas comment... Oui, on va prendre une nouvelle question, oui. Bonjour, Véronique Gontier. Je voudrais poser une question, j'aurais posé une question, je ne sais pas à qui, peut-être à vous, monsieur Alain Melou. J'ai rencontré au SPIP un jour un jeune homme qui avait été condamné à 8 années de prison. On a discuté pendant peut-être 1 minute, vous verrez, donc je n'ai pas tous les éléments et je n'ai pas envie d'avoir tous les éléments. Et il était donc ce jour-là invité, convié à un rendez-vous mensuel. Après avoir purgé une peine de prison de 8 années, il avait un rendez-vous mensuel au service pénitentiaire d'insertion et de probation pendant 10 ans, tous les mois. Et aujourd'hui, je me pose la question, quelle que soit la gravité des faits qui ont été commis, est-ce que ce n'est pas là une double peine? Est-ce que la société... je ne sais pas, je ne comprends pas cette je ne comprends pas. 10 années, c'est très long. Après 8 ans de prison, c'est quasiment toute une vie pour... quel que soit ce qu'il a commis. Je vais essayer de vous répondre, mais bon, déjà, la durée du suivi, on ne la détermine pas, elle est fixée par les textes. Ben oui, justement. Après, je disais tout à l'heure que tout le monde devrait être en contrainte pénale. Oui, parce que du coup, ça nous laisse une liberté d'appréciation, nous, SPIP. C'est-à-dire que dans le cas de votre personne, moi j'ai quelqu'un que je dois suivre jusqu'en 2032 ou un truc comme ça. Je pense que je serais parti avant lui. Mais... Du coup, on va expliquer la contrainte pénale, puisque c'est une nouvelle mesure en fait qui permet, à chaque fois qu'une peine d'emprisonnement doit être prononcée, après il y a des conditions de durée bien sûr, de la prononcer en alternative en quelque sorte à de la détention. Sauf qu'elle n'est plus rattachée du tout à une peine de détention. On dit, on vous prononce à votre encontre une peine de contrainte pénale. La nouvelle mouture, ça risque d'être un peu différent parce que ça sera du sursis probatoire. Donc on ramène à nouveau la détention dans le champ de la condamnation. L'avantage de la contrainte pénale, c'est qu'on a du temps pour évaluer la personne, évaluer ce que je disais tout à l'heure, les facteurs de risque, dynamique ou statique, évaluer les facteurs de protection dont il peut disposer, et du coup proposer un plan d'accompagnement entre guillemets à la carte. C'est jamais simple, mais bon, on essaye. Après, tout est question de nombre et de gestion du nombre. Si j'ai 10 contraintes pénales et rien d'autre, je peux les suivre. Si j'ai 10 contraintes pénales noyées au milieu d'un full de suivi, ça devient un peu plus compliqué. La contrainte pénale en tant que telle, c'est une mesure.
La contrainte pénale est nécessaire à partir du moment où le juge a décidé qu'elle était nécessaire. Moi, j'ai pas la possibilité de discuter de ça. Hein. Après, je peux vous dire que la personne que je dois suivre jusqu'en 2032, je le vois 2 fois par an. Voilà. Mieux que ça, je ne sais pas trop comment vous dire. Je suis maître de ça. C'est moi qui peux dire, ben monsieur, je vais vous voir tous les mois parce que la question n'est pas réglée. La question de votre rapport à la victime n'est pas réglée. Ou alors, je dis, ben tout ça, c'est posé, c'est résolu. Du coup, on peut passer à autre chose. Mais je suis tenu de le voir jusqu'à la fin de la mesure. Je n'ai pas le choix. Et lui non plus. Une autre question ? Bonjour. Cette question s'adresse à Madame Diane Gindreau. À un moment donné, vous avez dit l'accès était difficile aux soins pour les jeunes sous ordonnance judiciaire. J'aurais voulu savoir pourquoi, enfin juste que vous développiez un petit peu. Je vous remercie. Merci pour votre question. Alors, l'accès aux soins est difficile pour plusieurs raisons. La première, c'est que les jeunes dont nous nous occupons ne sont pas forcément disposés à aller rencontrer un médecin quel qu'il soit, aller faire une prise de sang, aller voir un dentiste, aller voir un médecin généraliste. Donc, c'est compliqué de s'assurer de leur participation, justement. Ils peuvent être d'accord à un moment et puis ne plus l'être au moment de partir au rendez-vous. Donc il y a quand même un facteur qu'on ne maîtrise pas dans tout ça. Et ce facteur-là, il est connu d'un certain nombre de professionnels de santé, notamment en médecine de ville. Donc par exemple, autour d'un établissement, d'un foyer, les professionnels de santé qui travaillent dans ce même quartier connaissent, ils savent que potentiellement on va leur orienter des jeunes, et ils savent aussi et surtout qu'il peut arriver qu'ils bloquent un créneau de rendez-vous et que le jeune ne se présente pas. Et ça s'est accumulé au fur et à mesure des années, je pense. Donc dans la médecine de ville, il y a bien souvent une appréhension. Ah, on nous oriente ce jeune, il vient de là, est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il ne va pas venir? Donc il y a cette première crainte-là, de perte de temps, voilà. Il y a la question, et j'en parlais aussi, de l'étiquette. Voilà, il y a certains professionnels de santé qui peuvent aussi être dans la crainte d'accueillir ce type de public. Donc ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, je pense qu'on est tous confrontés à la difficulté d'accéder à une consultation avec un ophtalmo, avec un dentiste. Je pense que c'est un problème qui est partagé. Nous, le problème, il est encore plus compliqué dans le sens où on a aussi une temporalité de la mesure. Donc on a envie de bien faire, le jeune, il a plein de besoins, il n'y voit rien, il a des dents dans un état pas possible, il est fragile, il faut qu'il aille au CMPP. Voilà. Il y a tout un tas de besoins, on a envie de l'orienter, on a envie de l'accompagner. La temporalité de la mesure ne correspond pas à la temporalité d'une prise de rendez-vous. Donc ça, c'est un autre niveau. Ça va être des fois très très compliqué de faire entendre aux gens alors on aimerait bien vous adresser ce jeune, mais on est assez pressé. Ça, c'est compliqué. Et un autre niveau, c'est en termes de dispositif pur et dur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui existe en métropole et qui n'existe pas encore ici, c'est la maison de santé de l'assurance maladie, qui justement est un établissement qui réunit différents prestataires de santé et vers lequel on peut adresser justement des publics particuliers. Ces maisons-là n'existent pas à La Réunion en fait. Donc là où on pourrait, et là où certains de mes homologues vont très, très facilement orienter leur public vers cet établissement repéré, nous il n'existe pas cet établissement. Donc on est en recherche en fait d'un partenariat bien identifié, qui nous connaissent, qui connaissent notre public, qui sachent adapter ces prises en charge et vers lequel on peut rapidement orienter nos jeunes. Donc peut-être l'hôpital, peut-être la médecine de ville, voilà. Et là il y a un point d'interrogation sur ce point-là. D'autres questions? Tu souhaites compléter? Bien, on va pouvoir anticiper sur la pause pour reprendre ensuite avec la table ronde numéro 6. Je vous remercie.